Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle de Mission Impossible Dead Reckoning, la première partie de ce diptyque qui devrait normalement venir conclure les aventures de Ethan Hunt et de Mission Impossible depuis pas loin de 28 ans. Enfin, en théorie. Et avec cette communication massive lancée il y a maintenant plus d'1 an, j'avais clairement envie de voir ce que Tom Cruise allait encore nous proposer. Tom Cruise, un acteur aux multiples casquettes, d'abord acteur, puis producteur et maintenant cascadeur. Une personnalité unique qui n'hésite pas à se dépasser pour faire vibrer les spectateurs en salle. Alors, ce Mission Impossible est-il l'opus de la surenchère? Comment ce film a-t-il été pensé ou même réalisé? Ou encore, peut-on réellement faire mieux que les précédents films? Je vous donne ma réponse d'ici quelques minutes, mais sachez qu'il y a du bon, du moins bon, et surtout une grosse dose de très très bon. Mais avant de vous parler de ce film et de son impact en cet été 2023, laissez-moi vous résumer rapidement ce qu'est la franchise Mission Impossible, et je dis bien rapidement parce qu'une rétrospective de la saga complète est prévue pour l'année prochaine, donc soyez un peu patients. Pour comprendre l'engouement des fans autour de Mission Impossible, je vous propose de faire un bond de 58 ans en arrière, en 1966. Cette année sort à la télévision américaine une série du nom de Mission Impossible. Ce programme, créé par Bruce Geller, va alors rencontrer un succès inimaginable. Pendant pas loin de 7 ans, les spectateurs américains vont suivre les aventures d'une équipe d'espions appartenant à l'IMF, l'Impossible Mission Force, une organisation secrète dédiée à la réalisation de missions dangereuses et apparemment impossible. Et si en 1962, soit 4 ans plus tôt, le monde entier découvrait l'espion anglais du nom de James Bond au cinéma, cette série, elle, se démarque des codes et propose autre chose. Si 007 lui ne peut compter sur personne pour mener à bien sa mission, eh bien pour les membres de l'IMF, les choses sont assez différentes. La série met en scène une équipe d'agents secrets travaillant main dans la main pour réussir leur mission. Et si les gadgets comme les bandes magnétiques explosives, les masques réalistes, les armes secrètes sont très représentatifs du style de cette série, ou même de l'époque, c'est au final les scénarios, les retournements de situation, les cliffhangers qui sont la réelle force de cette série. Une série qui aura au final influencé grandement le genre de l'espionnage en introduisant des éléments d'action, de suspense et d'intrigue complexes. Malgré un succès indiscutable, la série prend fin en 1973, laissant derrière elle une multitude de références, d'idées pour les scénaristes et réalisateurs à venir. En 1988, soit près de 25 ans plus tard, sort alors une version revisitée de la série des années 70. Mais malgré une envie de faire autre chose, tout en se concentrant davantage sur l'équipe et en proposant de nouvelles idées, comme par exemple l'ajout d'une dimension émotionnelle vis-à-vis des personnages jamais mis en avant avec la série précédente, eh bien celle-ci ne durera pas plus de 2 saisons, faute d'audience, et trouvera sa fin en 1990. Néanmoins, elle apportera son lot de nouveautés et alimentera l'intérêt des fans pour la licence en attendant le film qui ne viendrait alors que quelques années plus tard. La naissance de la franchise au cinéma arrivera au final en 1996. Cette année-là, son réalisateur Brian De Palma sort le premier volet qui aujourd'hui encore résonne dans la tête des cinéphiles du monde entier comme un classique du genre. Tout en gardant l'essence de la série des années 60, ce film inverse les rôles, bouscule les codes et propulse Ethan Hunt, alias Tom Cruise, comme protagoniste central de cette histoire. Mission Impossible se distingue alors par son intrigue complexe, ses retournements de situation imprévisibles et ses scènes d'action totalement innovantes et réussies. Dès sa sortie, le film est un énorme succès et se retrouve alors acclamé par les spectateurs, mais également par la critique. Quelques années plus tard, en l'an 2000, sort dans les salles obscures un nouveau chapitre des aventures d'Ethan Hunt. Même si Brian De Palma n'est pas de retour pour ce film, la production se paie les talents d'un grand nom du cinéma. Le réalisateur, John Woo. Bien qu'il soit dans la lignée du précédent film, celui-ci est très différent. Cette fois-ci, l'action est présente à l'international et Tom Cruise met le paquet pour les scènes d'action et pour ses cascades. Malgré que le film soit globalement apprécié à sa sortie,
il subit rapidement une vague de critiques négatives. Si beaucoup ont aimé ce style différent, des ralentis, une bande originale signée Hans Zimmer plutôt stylée, ou encore des cascades et des scènes d'action jamais vues auparavant, beaucoup reprochent au film son intrigue ou même ses incohérences, le développement de personnages ou encore les dialogues à la limite du pathos ou même du cliché. Néanmoins, malgré des avis très différents, le film est un petit succès commercial assez important pour commander, évidemment, un troisième film. Et c'est en 2006, soit presque 6 ans après le deuxième film, que ce troisième volet sur nos écrans. Excite John Woo et son style, c'est au tour du réalisateur J.J. Abrams, très populaire à ce moment-là pour avoir créé des séries comme Alias ou Lost, de s'occuper de ce projet. Avec Mission Impossible 3, le style évolue encore une fois. Si les deux précédents films se concentraient principalement sur la mission que devait mener Ethan Hunt, relayant les seconds couteaux au troisième plan, là les choses sont encore une fois différentes. Cet opus se concentre sur plusieurs points bien distincts. Premièrement, la vie personnelle de notre héros. Une étape importante, renforçant le lien que le spectateur a pu créer avec celui-ci. Deuxièmement, le film intègre également l'équipe. Un élément nouveau mis en place avec la série, mais laissé de côté sur les deux précédents opus. Même si personnellement je ne suis pas un fervent défenseur de ce film, avec le recul je ne peux que constater de la qualité de celui-ci. Bien qu'il soit différent, il marque pour ses scènes d'action épiques, sa maîtrise de la caméra, son histoire rythmée et le développement de personnages apportant un réel tournant dans la saga. Et c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se gâter. En 2005 et 2006, Tom Cruise est de moins en moins présent sur les plateaux de tournage, mais également à la télévision. La raison, un bad buzz sans précédent qui va directement toucher l'acteur. Well, thanks for coming to my Legends Ball with Katie. Was that the best fun? Was that? Yes, yes! What has happened to you? Have you ever felt this way? Yes, we got. Oh, we're gonna do that. That's why you're here. That's why you're here. Ce comportement, additionné à des récentes déclarations de soutien à l'église de la Scientologie, utilisant par ailleurs la promo de la guerre des mondes pour prêcher la bonne parole, énerve de plus en plus Hollywood et les spectateurs. Beaucoup s'inquiètent même de l'état mental de celui-ci ou d'une déprime datant de sa séparation avec son ex-femme Nicole Kidman. Si Tom est très bankable au début des années 90 et 2000, les choses vont radicalement changer à la fin de cette décennie. Tom prend alors une décision, il va rester discret et bosser sur un nouveau film qui lui tient vraiment à cœur. Et c'est finalement 5 ans après le troisième volet, en 2011, que le quatrième film, Mission Impossible, va montrer le bout de son nez. Cet opus, bien que similaire au film précédent, va marquer un renouveau dans la saga, mais également pour Tom Cruise. La réalisation est confiée à Brad Bird, l'homme derrière Les Indestructibles, qui propose ici une nouvelle version de Mission Impossible, gardant l'essence et une partie de l'histoire tout en réinventant le style. Une sorte de reboot, empruntant et modernisant certains éléments des films passés, tout en créant de nouveaux concepts et idées. Si les autres films s'appelaient Mission Impossible, Mission Impossible 2 ou Mission Impossible 3, ici, le Mission Impossible 4 devient alors Mission Impossible Ghost Protocol, comme une sorte de renaissance de la saga, une nouvelle ère. Avec ce film, Tom Cruise va encore une fois repousser les limites qu'il s'était fixées dans les précédents. L'acteur n'hésite pas à se mettre en danger lui-même pour réaliser ses propres cascades, comme celle de l'ascension du Burj Khalifa à Dubaï par exemple. Une scène réalisée presque sans trucage, une marque de fabrique désormais détenue par Tom Cruise et la production de Mission Impossible. En définitive, ce film remportera un certain succès au box-office, offrant alors un avenir assuré pour la mise en chantier d'un cinquième opus. En 2015, soit 4 ans plus tard, sort alors une nouvelle génération de films Mission Impossible. Si les 3 premiers volets de cette saga ne font jamais mention des histoires et des scénarios passés, et encore moins de personnages, et bien avec celui-ci, c'est le cas concernant le 4e film. Tous les éléments sont réunis pour vivre autant d'émotions. On y retrouve alors l'équipe, bien mise en place depuis le précédent volet, un scénario construit et intéressant, mais surtout des scènes d'action, des cascades signées Tom Cruise, toujours plus impressionnantes. Un cocktail explosif, mixant alors réalisme toujours plus poussé et intensité liée à l'action. Au final, on retiendra bon nombre de scènes, mais celle qui marquera vraiment sera celle d'introduction avec l'avion. Sur le plan critique, Rogue Nation est acclamé pour son rythme effréné, son intrigue bien ficelée et son esthétique visuelle soignée. Le film maintient une atmosphère de suspense tout au long, avec des retournements de situation captivants et des scènes d'action toujours plus inventives.
On termine enfin avec cette rétrospective sur le 6ème Mission Impossible, nommé ici Fallout. Ce long métrage, sorti en 2018, est considéré par beaucoup, moi y compris, comme le meilleur film de la franchise. Un film généreux, impressionnant et surtout captivant. Et si chaque film offre son lot de bons personnages, Fallout brille par son méchant charismatique, incarné par l'immense Henry Cavill. Celui-ci arrive à proposer un adversaire redoutable à Hunt, qui les oppose dans de nombreuses scènes les plus impressionnantes les unes que les autres. Encore une fois, Tom Cruise se dépasse et ira même jusqu'à piloter son propre hélicoptère afin de nous offrir une scène d'action complètement inédite, voire même extrêmement dangereuse. En janvier 2019, soit quelques mois après la sortie de Mission Impossible Fallout, Tom Cruise, actuel producteur sur la franchise Mission Impossible, annonce un événement majeur. L'annonce fait alors l'effet d'une bombe. 2 prochains volets, tournés successivement et toujours réalisés par Christopher McQuarrie, présent depuis Rogue Nation, devraient sortir pour l'été 2021 et 2022. Avec ces 2 prochains métrages, la saga Mission Impossible s'offre le luxe d'une grande fresque étalée sur près de 5 heures, divisée alors en 2 parties, offrant une continuité narrative exclusive. Si la volonté d'offrir le meilleur scénario possible aux spectateurs est évidemment de mise, pour ce volet, le plus important reste les frissons que Christopher McQuarrie et Tom Cruise peuvent offrir aux spectateurs. Dès les premières discussions et avant même le début ou l'ébauche d'un scénario, les 2 hommes se réunissent pour discuter des cascades et des scènes d'action à mettre en place avec ce film. Une fois les scènes d'action pensées, un premier jet écrit, il faut désormais s'atteler à écrire le scénario. Scénario qui ne trouvera sa fin qu'aux alentours du début de l'année 2020, quelques semaines à peine avant le début du tournage. Bien qu'une partie du casting, dont Rebecca Ferguson, confirme sa participation au 7ème film, la vraie nouveauté en termes de personnages concerne l'arrivée de 2 actrices. D'un côté, Ellie Atwell, découverte en Captain Carter chez Marvel, et de l'autre, Pom Klementieff, ayant explosé 2 ans plus tôt avec les Gardiens Galaxy 2 et Avengers Infinity War. En janvier 2020, Simon Pegg accepte enfin et annonce qu'il rejoint l'équipe pour les 2 prochains films. Le même mois, c'est un petit nouveau qui va faire son entrée dans la licence, Nicholas Hoult, connu pour ses rôles dans X-Men, Mad Max ou dernièrement Renfield, et qui devrait ici normalement camper le rôle d'un des antagonistes principaux, s'opposant alors dans ces 2 films à Ethan Hunt. Après des mois, voire des années de préparation, le tournage débute enfin. L'objectif est simple, réussir à tenir les délais pour enchaîner rapidement avec le tournage du 2e film. Première destination, Venise, en Italie. Là-bas sera alors tournée l'une des scènes de course-poursuite les plus importantes du film, réunissant une grande majorité du casting. Mais c'est surtout dans son autre ville phare, Rome, capitale de l'Italie, que les équipes vont rester le plus longtemps. Personne à ce moment-là ne peut alors imaginer le tournage compliqué qui va les attendre. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Malheureusement, comme beaucoup de tournages à ce moment-là, celui-ci n'est pas épargné et n'a pas d'autre choix que de mettre en pause sa production. Dû aux complications liées à la durée du tournage et au Covid, la production perd l'un de ses acteurs principaux, Nicholas Hoult. Très vite, McQuarrie recrute Esai Morales qui interprétera à sa place le personnage de Gabriel. De même pour l'actrice Angela Bassett qui avait officialisé son retour, s'étant par la suite ravisée par rapport à la situation. Après quelques mois de confinement, le tournage reprend en Angleterre puis en Norvège pour 2 des cascades les plus importantes du film. La première, une scène d'action complètement dingue, comportant un train lancé à pleine vitesse dans un ravin, une bagarre sur le toit et une course-poursuite. Une séquence parfaitement préparée, demandant des semaines de tournage, des mois de préparation et des centaines de personnes différentes. L'objectif avec cette séquence est alors de rappeler celle du premier film tout en modernisant sa construction. Une scène folle, impossible à reproduire 2 fois de suite et filmée par plus d'une quinzaine de caméras différentes afin de capter l'image parfaite. Toujours en Norvège, pour la 2e grosse séquence, celle du saut en moto dans le vide, Tom Cruise a dû s'entraîner pendant des mois sur plusieurs disciplines comme le base jumping, le motocross, le parachute et évidemment le skydiving. Plusieurs disciplines déjà très dures à maîtriser en temps normal que l'acteur a dû apprendre, comprendre et dominer en à peine quelques mois pour réussir cette cascade sans précédent. Une cascade historique réalisée de nombreuses fois pour coller avec exactitude au rendu que désire Tom Cruise pour la scène. Et si beaucoup de films de nos jours sont tournés sur fond vert, ajoutent des effets spéciaux, Mission Impossible lui s'impose comme un film tourné en majeure partie en images réelles. Tout doit être possible ou crédible, et les effets spéciaux, la CGI, ne doivent être utilisés que pour cacher des câbles, des équipes, ou alors créer des lieux qui ne peuvent être utilisés en vrai. Néanmoins, il est impossible de connaître le nombre de raccords CGI que ce film comporte. Il est évident que toutes les scènes de nos jours, dans tous les films, nécessitent un minimum d'effets spéciaux.
En décembre 2020, après des mois à faire le yo-yo avec la production, un audio du tournage fut alors sur les réseaux sociaux. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again! And if you don't do it, you're fired! And I see you do it again, you're gone! You can tell it to the people that are losing their homes, because our industry is shut down. So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you, and now I want it. And if you don't do it, you're out! We are not shutting this movie down! Dans cet audio, on y entend Tom Cruise, acteur, cascadeur, mais aussi producteur, et qui s'énerve violemment ici contre plusieurs membres de l'équipe, leur reprochant de ne pas porter leur masque ou de ne pas respecter les gestes barrières. Un discours très différent de celui des making-of ou des promos, montrant la dure réalité de l'industrie à ce moment-là. Une industrie meurtrie, un genou à terre, obligé de renvoyer de nombreux employés sans avoir de visuel positif sur une possible fin. Après de nombreux arrêts et des reports de tournage, c'est finalement en septembre 2021, soit presque 1 an et demi après le début de la production de ce premier volet, que celui-ci se termine. Un tournage très compliqué. Après connaissance de toutes ces informations, et après avoir vu le film, je dois bien reconnaître toute la ténacité dont Tom Cruise a dû faire preuve pendant les dernières années. Lui-même, qui a dû se battre avec la Paramount et les investisseurs pour ne pas sortir Top Gun Maverick sur les plateformes de streaming, mais bien au cinéma. Et il a eu raison. Le film a fait plus d'1 milliard, devenant alors, avant qu'Avatar 2 sorte, le film le plus rentable de l'année. Et clairement on le ressent, Tom Cruise c'est un amoureux de la salle de cinéma, un amoureux également des sensations fortes et des belles images au cinéma. Il est évident pour moi que le producteur / cascadeur a débordé sur son côté acteur. Aujourd'hui, il n'est plus si simple de déterminer si les scénarios des films sont écrits pour servir l'action et les cascades, ou si l'histoire a encore son importance au détriment du reste. Malgré la qualité indéniable de ces films, on a plus l'impression de voir un businessman qui réfléchit à la cascade du siècle, la scène d'action innovante qui passera bien à la caméra, qui se vendra bien dans les bandes annonces et qui ramènera forcément plus de spectateurs en salle, au détriment peut-être de la qualité du scénario. Un énième MacGuffin, encore et toujours, à récupérer pour avancer dans l'histoire. Quant au film, je dois bien l'avouer, j'ai aimé du début à la fin. J'ai eu ce pourquoi j'ai payé, des scènes cool, innovantes, jamais vues avant et d'une incroyable réalisation. Une histoire en somme plutôt simpliste, mais dans l'air du temps et efficace sur moi. Des retours de personnages qui font plaisir comme Luther et Benji, mais également l'arrivée de nouveaux qui m'ont fait voyager dans ce monde de secrets et d'espionnage. Mais, étrangement, malgré la multitude de personnages, le seul qui a l'air légèrement d'être en retrait, c'est celui d'Ethan, Tom Cruise. On a plus l'impression qu'avec ce film, Tom Cruise a délibérément choisi de se mettre moins en avant dans l'histoire pour davantage mettre en avant les cascades. Après, niveau musique, bande originale, on retrouve encore une fois Lorne Balfe, qui cette fois-ci m'aura moins convaincu pour ses compositions que dans les films précédents. Bon. En définitive, on a une première partie excellente qui pose pour le moment les bases d'un futur film qui devrait l'être tout autant. Et même si j'ai adoré pour bien des aspects, je reconnais avoir préféré Fallout, sorti en 2018. Mais voilà, malgré tout cet engouement et mon plaisir non dissimulé, je l'avoue, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question sur l'avenir de cette saga. Comment cette franchise, qui excelle par sa nouveauté et ses scènes d'action incroyablement chorégraphiées et impressionnantes, pourra tenir l'escalade? Quelle est l'étape d'après celle-ci? On sait déjà que Tom Cruise a prévu d'être le premier acteur à jouer dans un film se passant dans l'espace. Non, pas en studio, mais bien en apesanteur, à 400 km au-dessus de la surface de la Terre. On en est là, et franchement, c'était à prévoir. Et le truc, c'est que si le public se lasse aussi vite qu'il faille à tout prix toujours trouver la meilleure cascade, la plus impressionnante, on est en droit de s'interroger sur le futur de cette franchise, en espérant que celle-ci ne tombe pas dans la surenchère comme les derniers Fast and Furious, qui essaient de faire toujours plus fort, toujours plus vite, et par conséquent, toujours plus débile. J'aime réellement la saga Mission Impossible, tout comme Fast and Furious d'ailleurs, et j'aime Tom Cruise, l'acteur. Et pour conclure véritablement avec ce petit chemin de pensée, réfléchissez-y, sachant pertinemment que c'est Tom Cruise qui réalise lui-même ses cascades, ressentirait-on autant d'émotions vis-à-vis des mêmes scènes si l'on savait que c'était un acteur ou un cascadeur random qui les faisait? Va-t-on au final voir un bon film avec une bonne histoire ou autre chose, un acteur devenu également cascadeur, faire la nouvelle cascade du moment? Tant de questions qui méritent presque une introspection de notre réelle perception d'un visionnage, entre objectivité même et subjectivité. Et même si encore une fois je le répète, j'ai vraiment adoré ce 7ème épisode de Mission Impossible. On sent bien qu'on s'éloigne de plus en plus de l'essence de la série Mission Impossible, l'espionnage, etc. Depuis le 4ème film, voire le 5ème, on a plus l'impression que les choses ont changé, qu'on est sur autre chose, tout en gardant le nom de base, Mission Impossible, comme une certaine réinvention de son propre contenu et même de son propre matériel d'origine.
Pour terminer, j'ai aimé le film, mais je me pose néanmoins des questions sur l'avenir de cette saga. Où ira-t-on dans l'avenir? Que va-t-il se passer après Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8? Tom Cruise va-t-il revenir à un cinéma beaucoup plus conventionnel? Ou va-t-il continuer dans la surenchère et des films toujours plus explosifs, toujours plus impressionnants et toujours plus riches en cascades?